Merci et bonjour à toutes et à tous. L'objectif de cette brève présentation, elle est de faire un peu un état des lieux sur ce qu'on connaît à l'heure actuelle, sur le retard qui est caractéristique en France sur les déploiements de l'éolien et sur les solutions qu'on pourrait apporter au niveau européen qui pourraient nous permettre de tenter d'accélérer ce déploiement des énergies renouvelables et des éoliennes. Un constat très simple, il est très facile d'objectiver le retard qu'on a en France sur les déploiements des énergies renouvelables. Il y a un objectif qui a été fixé par une directive européenne qui nous impose en France d'avoir un objectif de consommation finale brute d'énergie. À l'horizon 2020, cet objectif il était de l'ordre de 23%. En France, on est seulement à 19,1% en 2020, 19,3% en 2021. Donc on n'a pas seulement manqué cet objectif d'une très faible marge, on a complètement échoué sur cet objectif et il y a plusieurs raisons sous-jacentes à cet échec. Lorsqu'on regarde de manière assez prosaïque le développement des énergies renouvelables au cours des 10, 20 dernières années, on se rend très rapidement compte que la France a pris du retard pour des raisons qui sont, somme toute, assez liées au fait que son électricité était avant tout décarbonée et que la France n'a pas mis en place des mesures afin de décarboner son électricité de manière durable. En réalité, on s'est souvent reposé sur notre parc nucléaire, qui était une réponse à la crise des années 70, mais qui en réalité n'a pas été pensé comme étant un élément de décarbonation de l'électricité. Et donc en réalité, d'autres pays ont eu à être confrontés à ce problème-là. Le Danemark et l'Allemagne ont produit leur premier térawattheure d'électricité il y a 28 ans, à partir d'énergie éolienne, il y a 28 ans, en 1994. En France, le premier térawattheure d'électricité à partir d'éoliennes, il est arrivé en 2005, donc un retard de 11 ans. Ce retard de 11 ans, il s'est accru au fil des années, puisque nous, on produit actuellement autant d'électricité à partir d'éoliennes que l'Allemagne en 2007. Et donc en réalité, la problématique, elle est de dire que parce qu'on a profité du parc nucléaire qui avait cet avantage compétitif de décarboner l'électricité, on a refusé de faire des choix sur le déploiement des énergies renouvelables au cours des années 80, au cours des années 90, au cours des années 2000. Et actuellement, on paye ce manque de choix, ce manque d'investissement. Ce n'est pas une fatalité, mais il faut bien comprendre qu'il est difficile de rattraper ce retard en l'espace de 5-10 ans. Pour ce faire, il y a plusieurs mesures qui peuvent être mises en place à l'heure actuelle et qui sont déployées par le gouvernement français. C'est ce qu'on appelle la planification écologique. La planification écologique, elle offre la possibilité de repenser notre rapport à l'énergie, de revoir comment on va pouvoir déployer les énergies renouvelables pour répondre à la crise, parce qu'il faut être très clair, à l'époque des années 70, on pouvait déployer des projets d'infrastructures énergétiques en l'espace de 5 ans, ce n'est plus le cas désormais. Maintenant, en 5 ans, on est au mieux capable de faire un projet photovoltaïque. Si on arrive à accélérer les projets sur les énergies renouvelables, on fera peut-être des éoliennes, mais très clairement, on ne fera pas du nucléaire. Et donc l'objectif, il est de dire qu'on est face à une nouvelle crise des prix des énergies fossiles. Si on veut sortir de cette crise, il faudra sortir des énergies fossiles. Et les éoliennes offrent cette possibilité, les énergies renouvelables de manière générale offrent cette possibilité. Avec une plus-value qui est évidente, en 2019, les énergies renouvelables ont permis d'éviter l'émission de 22 millions de tonnes de CO2 au niveau européen, c'était 5 millions de tonnes de CO2 au niveau français. Il y a donc une nécessité impérieuse d'accélérer sur ce niveau-là. Mais très clairement, lorsque la France déploie 2 gigawatts d'éolien, l'Allemagne en fait 5. Et lorsque l'Allemagne décide d'annoncer d'en faire 10 pour les années à venir, la France, elle, temporise. La France temporise, et ce, malgré le contexte international que l'on connaît à l'heure actuelle. Il faut le rappeler, avec le pacte vert européen, c'est-à-dire cet ensemble de législations destinées à mettre en œuvre une nouvelle manière de repenser notre rapport à l'énergie et de consommer l'énergie, la France n'a toujours pas décidé de rehausser ses objectifs qui avaient été annoncés à Belfort. Et ça nous met en retard vis-à-vis de nos partenaires européens. L'Autriche a déjà sécurisé des financements avec la Banque européenne de l'investissement pour développer des parcs éoliens. L'Allemagne a déjà déclaré vouloir réquisitionner une partie de son territoire national, 2% de son territoire, pour pouvoir développer l'éolien. Et hier, le Parlement estonien a voté un objectif de 100% énergie renouvelable. En France, jusqu'à présent, on décide de repousser l'objectif d'éolien de 2030 à 2050. C'est une erreur compte tenu de la gravité de la crise, c'est une erreur compte tenu du fait qu'elle va durer, parce qu'il faut être très clair sur ces questions-là.
La crise est partie pour durer. Les prix vont rester hauts sur les années à venir. Les modélisations sont assez concrètes là-dessus. Le prix du gaz devrait rester à des niveaux x4, x5. Le prix de l'électricité pourrait rester à des niveaux x3, x4 pour les années à venir. Les énergies renouvelables, les éoliennes, nous donnent l'opportunité de réduire cette pression sur les prix. À l'heure actuelle, alors qu'on annonce 100 milliards d'euros pour pouvoir financer le bouclier tarifaire et l'ensemble des mesures qui ont été prises entre 2021 et 2023 en France, on se rend compte que les énergies renouvelables permettent en partie de financer cela. Et donc on se rend compte qu'il y a une nécessité sur la manière de repenser le narratif qui était jusqu'à présent tourné autour des énergies abordables, mais également des énergies qui permettent la décarbonation. Et vous l'avez évoqué hier dans vos discussions, autour de la sécurité d'approvisionnement. Parce qu'en réalité, si Vladimir Poutine est en capacité de nous couper le gaz, il ne peut pas empêcher le soleil de briller. Si Vladimir Poutine est en capacité de restreindre ses exportations de pétrole, il ne peut pas empêcher le vent de souffler. Et ça, c'est un nouveau narratif qu'il faut développer et qu'il faut mettre en place au niveau européen, mais également au niveau français. Tout l'enjeu, il est de dire que dans la manière dont on approchera cela, ça va dimensionner l'acceptabilité sociale. L'acceptabilité sociale, elle a souvent été perçue comme étant une fatalité en France. Un exemple très concret, lorsque vous regardez les réponses aux consultations publiques qui sont menées par la Commission européenne sur le projet d'accélération des énergies renouvelables, 85% des réponses sont des réponses qui viennent de France. Qui viennent de France et qui sont, dans la plupart, assez négatives et qui viennent vous dire le déploiement des énergies renouvelables est une problématique en France. Si l'on regarde la manière dont les pays européens ont réussi à surmonter cette acceptabilité sociale, c'est en mettant en place de la participation, c'est en mettant en place du dialogue social, c'est en mettant en place des concertations avec le public. Et ça s'est fait progressivement. Et maintenant, ils commencent à en retirer les prix. Mais comme je vous l'ai dit, nous, en France, on a du retard sur ces questions-là. On a longtemps procrastiné sur les investissements qui étaient nécessaires. Et donc, c'est une nouvelle logique qu'il faut mettre en place dès à présent. En Suède, à l'orée des dernières élections qui ont eu lieu en septembre dernier, il y avait un taux d'opposition sur les énergies renouvelables et notamment sur l'éolien de l'ordre de 81% dans certaines municipalités. Ils sont en train de lever ces barrières-là au travers de dialogues, au travers de la mise en place de référents qui vont permettre d'aller voir les personnes qui sont dans les municipalités, leur faire comprendre l'intérêt de développer de telles énergies dans le cadre de la crise des prix de l'énergie. Et c'est la concertation, c'est le dialogue qui vont permettre d'arriver à ce genre de solution. Comme je vous le disais, il y a 28 ans, le Danemark et l'Allemagne produisaient leur premier térawattheure d'éolien. Dans 28 ans, on sera en 2050, ce sera l'heure de la neutralité carbone, la neutralité climatique au niveau européen. Si on n'investit pas dès à présent dans nos solutions d'avenir, dans nos solutions de paix, on aura un vrai problème pour la manière dont on devra aborder ce dialogue vis-à-vis des générations futures. On a une responsabilité immense à l'heure actuelle, alors que le contexte géopolitique bouleverse nos croyances et bouleverse notre rapport à l'énergie. J'espère que les solutions qui pourront être présentées aujourd'hui permettront de contribuer d'une modeste manière à la manière dont on pourra réussir à sortir par le haut de cette crise. Merci. Merci à vous, Monsieur Nguyen. Peut-être quelques questions par rapport à l'intervention de Monsieur Nguyen? Moi, j'en ai une, même si j'ai déjà une petit aperçu de la réponse. La loi d'accélération pour les énergies renouvelables, clairement, pour vous, il n'y a pas le compte. Il faut être très clair, elle est nécessaire, d'une part, puisque vous l'avez dit, il y a une situation de blocage dans les projets éoliens et dans les projets renouvelables de manière générale à l'heure actuelle. Mais il ne faut pas se limiter à une simple accélération, c'est vraiment la manière et la machinerie qu'il faut repenser. Il y a un problème sur la manière dont l'administration n'est pas dotée de suffisamment de moyens, la manière dont la consultation publique est parfois un peu bâclée, et sur le fait que jusqu'à présent, le logiciel de pensée était de dire les énergies renouvelables sont seulement de manière supplétive à la décarbonation de notre mix électrique. Mais il faut rappeler qu'à l'heure actuelle, 10% de notre électricité est encore produite à partir de gaz, à l'heure où le gaz a été multiplié par 10. Donc l'accélération des renouvelables, elle doit aller avec une logique, de manière générale, d'accélération des projets énergétiques. Cibler sur les renouvelables, c'est intéressant, mais c'est aussi un risque de polariser. On le sait, à l'heure actuelle, il y a une forte opposition entre, parfois, nucléaire, renouvelable, qui n'a pas réellement de sens, puisque les deux servent un même objectif de décarbonation de l'électricité. Et donc, en réalité,
il faut faire très attention à ce que cela n'aille pas à l'encontre du projet de décarbonation du mix énergétique. Et donc, il faut être très précautionneux sur la manière dont on peut agencer cela dans les discussions qui vont venir. Mais en tout cas, l'approche qui est de dire qu'il va falloir accélérer sur les 4-5 prochaines années, elle est bonne. Il faut voir maintenant si ce n'est pas une coquille vide. Effectivement, on a évoqué hier le fait que désormais, l'opposition entre les différentes énergies décarbonées, elle était moins justifiée, en tout cas, elle s'exprimait moins qu'à une certaine époque. Néanmoins, aujourd'hui, ce que je peux constater en France, c'est qu'il y a de plus en plus une opposition entre transition énergétique et transition écologique, certains notamment pointant le fait que le développement des énergies renouvelables se fait au détriment de la préservation de la biodiversité. Est-ce que c'est une tendance qui est uniquement observable en France, ou est-ce que c'est une tendance qui est plus largement visible en Europe ? Alors, elle est visible en Europe, notamment dans les pays nordiques, qui ont un fort attrait pour les questions de biodiversité. Ce dont on se rend compte en réalité, c'est que cette transition, elle obligera à faire des choix. Mais ces choix, ils ne doivent pas être opérés par le bas, ils doivent être opérés par le haut. Et donc c'est la raison pour laquelle, lorsque vous planifiez, vous concertez l'ensemble des parties prenantes en mettant en place une logique structurelle qui va permettre de concilier l'ensemble des objectifs, mais également des impératifs de préservation de la biodiversité. Jusqu'à présent, on a beaucoup raisonné en silo. Ça a été une problématique qui n'a pas pu être dépassée ni au niveau français, ni même au niveau européen. On commence à le faire dès à présent, qu'on apprécie ça au travers du pacte vert européen, au travers de l'ensemble de ces questions-là. Mais ce dont on se rend compte, et c'est sûrement en France qui est en train de mettre mise en place avec le secrétariat général à la planification écologique, c'est qu'il y a une nécessité de chapeauter et en même temps d'assurer un suivi sur la durée. Et ça, c'est l'occasion, au travers des nouvelles mesures et de cette réforme institutionnelle, de mettre cela en place. Ça va prendre du temps, mais c'est nécessaire parce qu'en réalité, c'est une question qui va se poser sur les 10-15 prochaines années à venir. Et donc, il faut mener dès à présent ces concertations. Alors, autre question dans la continuité, le WWF vient de publier une étude qui montre que le principal risque pour la biodiversité désormais, c'est le fait qu'on ne tienne pas à l'horizon 2050 les 1,5 degrés. Donc au final, la menace climatique est effectivement une menace maintenant certaine sur la biodiversité. Est-ce que pour vous, ça veut dire que désormais, il faut vraiment accélérer et puis y aller, quoi, en se disant que la biodiversité, finalement, elle y trouvera son compte si on opère déjà une transition énergétique et renouvelable? Bien sûr, c'est une évidence. Un chiffre très, très précis à garder en tête, cité par le GIEC, si on continue à développer de nouvelles infrastructures fossiles, on n'atteindra pas les 1,5 degrés. Donc très clairement, pour se substituer aux énergies fossiles, on n'a pas beaucoup d'alternatives. C'est les énergies renouvelables à court terme et sur le moyen terme, si vous le souhaitez, c'est le nucléaire. Donc, sans accélération massive, coordonnée et des énergies renouvelables, on n'aura pas atteint nos objectifs climatiques et on n'aura pas atteint la préservation de la biodiversité. Donc tout ça va dans un bloc, ensemble. Il y a une nécessité aussi, je pense, d'aligner les messages de la part de l'ensemble des filières qui ont trop souvent été dans une forme d'opposition afin d'attirer d'une certaine partie les investissements. Là, on est dans une logique où, je le disais tout à l'heure, on a mis 100 milliards sur les énergies fossiles. Il faut mettre au moins 2 fois plus sur les énergies renouvelables, sur ces questions-là, parce qu'on ne peut plus se permettre de financer à l'heure actuelle ce genre de projets qui sont à la fois destructeurs pour la planète, qui sont à la fois destructeurs pour le portefeuille, puisque en faisant ça, on entretient cette dynamique de prix haut des énergies fossiles, et qui en même temps vont à un moment donné créer une forme de grogne sociale. Et on commence à le voir avec les événements qui traversent l'actualité à l'heure actuelle. Alors, il y a une mesure de la loi d'accélération sur les énergies renouvelables qui est intéressante, qui est assez nouvelle en France, c'est le fait que les riverains des installations puissent bénéficier d'un rabais, d'une ristourne sur leur facture. Est-ce que ça se fait déjà ailleurs en Europe? Alors non, c'est assez novateur sur ces questions-là, il faut le saluer. Ça permet en fait de regarder la question de l'acceptabilité sociale sous un nouvel angle, qui est de dire on va pouvoir vous rétribuer selon la manière dont vous pouvez contribuer à votre modeste échelle. Et je pense que la manière dont ça renverse le paradigme, c'est intéressant parce qu'on a trop souvent regardé cela et le rapport à l'énergie sous une question de l'offre. Vous aviez une offre et vous pouvez regarder sur la manière dont vous alignez. Là, vous regardez aussi en fonction de la demande et sur la manière dont le citoyen peut s'emparer de la transition énergétique. Et c'est une logique de citoyenneté énergétique qui est sous-jacente à cette question-là, qui est de dire que la transition énergétique de demain, elle se fera pour le citoyen, mais elle se fera par le citoyen. Donc il va y avoir une forme de décentralisation, il va y avoir une forme de création à l'échelle locale d'une richesse, d'une valorisation des capacités de production énergétique, et ça peut permettre d'enclencher une dynamique.
Après, il faut se rendre compte également que ça peut aussi avoir une forme vis-à-vis du gouvernement de rétribution. Et donc là, il faut se poser des questions juridiques. Mais on le sait, sur les questions, par exemple, sur les questions relatives à l'eau, on a toujours réussi à créer un régime spécial. Et donc en réalité, il n'y a pas de blocage juridique. Il faut vraiment qu'il y ait une volonté politique derrière. Et donc là, ça va être l'objet des discussions qui seront tenues dans les mois à venir. Création de richesse dans les territoires, vous me faites comme il faut une transition pour la table ronde à suivre, justement, qui est consacrée à la redistribution des fruits de la transition au cœur des territoires. Merci Fouk-Vinen Nguyen, mais il y a effectivement une question. Déjà, monsieur, merci beaucoup d'être là et merci beaucoup pour vos notes et le travail que vous faites. Je pense que c'est extrêmement important que des think tanks comme vous travaillez, que vous vous positionnez. Il faut qu'on en a besoin davantage encore en France de ce genre de positionnement, de ce genre de travail. Donc, merci beaucoup d'être là. J'entends absolument ce que vous dites et je vous rejoins entièrement sur tout ce qui est encore à réaliser en France. Mais on se heurte quand même en France, on en parlait à l'instant, à ce mythe du nucléaire. On a quand même une voix, une exception, une nouvelle fois une exception française. Donc effectivement, ce qui s'est passé au cours des dernières 25 années en Allemagne et au Danemark est même dans un contexte résolument différent. Et comment est-ce que vous pensez, devons-nous vraiment approcher ce sujet du mythe en France, du mythe du nucléaire ? Je pense qu'il faut être très pragmatique sur la question. En réalité, la raison pour laquelle en France on s'est longtemps reposé sur le nucléaire, c'est parce que derrière il y avait un contrôle étatique. Évidemment, la question du nucléaire est polarisante. Ce qu'on peut dire néanmoins, c'est que là, très concrètement, le nucléaire montre ses limites, mais pas limites vis-à-vis de l'indisponibilité, mais surtout des limites vis-à-vis de la capacité d'EDF à pouvoir construire des nouveaux réacteurs. Au mieux, dans les scénarios qui sont sérieux, vous aurez 14 EPR en 2050. Ça, dans une logique d'électrification des usages, qui est indispensable pour l'atteinte de la neutralité carbone, ça ne peut aller sans un déploiement massif des énergies renouvelables, de toutes les énergies renouvelables. On parle beaucoup de l'éolien, on parle beaucoup du solaire, mais il faudra également penser au réseau de chaleur, à la géothermie, à toutes ces questions-là. La manière d'approcher le nucléaire, je pense qu'elle est dans une logique en réalité de non pas d'opposition, mais de pragmatisme et de dire on n'a pas le choix que de cohabiter, parce que vous avez besoin de nous, on a besoin de vous. Maintenant, il faut voir si on peut se tirer par le haut tous ensemble. En France, on a un avantage, qui c'est pas le cas d'ailleurs en Europe ou ailleurs, c'est la modulation du nucléaire. La modulation du nucléaire, elle permet de s'adapter à la production éolienne, à la production solaire, à la production des énergies renouvelables de manière générale. Ce genre de discussion, il est nécessaire de les tenir vis-à-vis des pouvoirs publics, mais également vis-à-vis des populations, où on a trop longtemps caricaturé une opposition assez factice en réalité, sur la manière dont on pouvait soit faire un choix entre le nucléaire, soit faire un choix entre les énergies renouvelables. Et si vous prenez un exemple très concret, la Suède n'a pas eu ce genre de problème. La Suède, eux, ont développé leur mix électrique au travers d'une diversification, au travers de ressources naturelles, avec de l'hydraulique, avec de l'éolien, je pense que c'est 15% de la production d'électricité, mais également avec du nucléaire. Et ces questions-là se posent en France parce qu'il y a aussi une forme de carcan qui s'est formée autour du nucléaire et qui, je pense, commence par la force des choses à se fissurer parce que l'industrie est en difficulté, parce que l'industrie a aussi besoin de soutien. Et je pense que c'est aussi le rôle des énergies renouvelables de venir en soutien de l'industrie nucléaire pour dire qu'il y a une complémentarité et qu'il n'y a pas une opposition à avoir. Et je pense que sur ces questions-là, il faut faire preuve d'humilité de la part des deux filières. On n'est pas dans une logique de « j'avais raison, j'avais tort ». On est plutôt dans une logique « on va dans la même direction, allons-y ensemble ». Autre question ? Non, pas d'autres questions. J'aimerais quand même juste une précision sur la modulation du nucléaire, parce que, alors, vous excuserez ma candeur si la réponse est évidente, mais dans mon souvenir, le nucléaire était effectivement une production électrique de base sur lequel on venait greffer les centrales combinées, les centrales à gaz, à fioul, charbon éventuellement, et les énergies renouvelables. Là, ce que vous êtes en train de me dire, c'est qu'on a changé de paradigme et qu'au final, le nucléaire est vraiment devenu pilotable.
En fait, le nucléaire, lorsque vous regardez sa production, et notamment pendant le Covid, il peut vraiment s'adapter à la production d'énergie renouvelable. Donc il y a un réel intérêt, il répond très vite à l'offre, à la demande d'électricité. Et donc à partir du moment où vous avez un surplus de production d'énergie renouvelable, le nucléaire s'adapte très vite. Et en quoi c'est une spécificité française, ça, de pouvoir En opérer? réalité, c'est pas mis en place dans d'autres pays, notamment par exemple dans les États-Unis. Et donc c'est un vrai avantage qu'on peut exploiter sur le très court terme parce qu'il y a un savoir-faire et donc c'est déjà disponible en France. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage. Merci Fouk-Vinen Nguyen, donc de votre éclairage effectivement sur la situation énergétique et le développement des énergies renouvelables croisées en Europe. Je pense qu'on peut le remercier.